Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette conférence sur le sport et la grossesse. Vous êtes courageux, vous êtes encore là à 16h30, bravo déjà. Juste pour me présenter pour ceux qui ne m'auraient pas vu sur l'atelier, donc je suis Mathilde Hélin, je suis kiné, j'exerce principalement en libéral, j'exerce aussi un petit peu en maternité à Bordeaux. Et je suis également doctorante. Donc, je fais une thèse à l'université de Poitiers. D'ailleurs, le sujet de ma thèse est très en lien avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est sur la préparation physique avant l'accouchement. Et j'ai également écrit un livre aux éditions Solar qui s'appelle En mouvement pour l'accouchement. Je vous en parlerai aussi un petit peu dans la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler du sport pendant la grossesse et les précautions à prendre en pré- et postpartum, parce que je sais qu'il y a de nombreux et nombreuses kinés qui se sentent limités justement dans, alors pas la prescription du sport, mais l'accompagnement des femmes au sport dans cette période. Donc le but, ça va être un petit peu de vous décomplexer et de savoir que les femmes enceintes ne sont pas en sucre et qu'elles peuvent faire du sport et que c'est d'ailleurs même largement recommandé, alors que pourtant elles en font très peu. Donc déjà, pour vous rappeler les recommandations de l'HAS, en termes d'endurance, il est recommandé que les femmes fassent minimum 3 fois une activité d'endurance par semaine et que ces activités, dans une même semaine, soient entre 150 et 180 minutes. Donc ça représente quand même une bonne fréquence d'activité, et c'est très très peu respecté par les femmes enceintes parce qu'elles ont souvent peur de mal faire, elles ont peur de trop faire, elles ont peur que ça déclenche l'accouchement, elles ont peur que ça déclenche des fausses couches. Donc il faut les rassurer à ce niveau-là, c'est vraiment les recommandations de l'HAS. Donc en dehors, je vais vous parler des contre-indications, mais en dehors des contre-indications, bien évidemment, c'est recommandé. En termes d'activité de renforcement, parce que là on parle juste de l'endurance déjà, en termes de renforcement, ce qui va être important pour les patientes, c'est de travailler la posture, de faire en sorte aussi de favoriser le retour veineux grâce à ces sports de renforcement, et de aussi toujours travailler avec le renforcement du plancher pelvien. En termes de prescription de l'activité physique, le but, c'est de diminuer le temps total de sédentarité. Parce qu'en fait, les femmes enceintes, elles vont petit à petit augmenter leur temps de sédentarité en ayant peur de mal faire. Donc le but, ça va être justement de diminuer cette sédentarité, d'augmenter les activités quotidiennes, en tout cas d'augmenter le temps d'activité dans leur vie quotidienne. Et il y a aussi la possibilité de prescrire des programmes d'activité physique adaptés. Ça se fait de plus en plus. Et nous, en tant que kiné, je ne sais pas si vous le savez déjà, qu'on est d'office APA. Donc, on peut demander notre carte et je vous invite à le faire. Donc, vous êtes d'office APA, donc vous pouvez d'office répondre à ces prescriptions d'activité physique. Là, je vais vous parler d'une première étude qui est très intéressante sur le yoga pendant la grossesse. C'est une étude contrôlée, randomisée sur 214 patients, donc une très belle cohorte de femmes, des femmes primipares qui sont enceintes d'un seul enfant. Donc cette étude a cherché à évaluer l'impact du yoga pendant la grossesse et a cherché à voir si ça diminuait le taux de césarienne, si ça modifiait l'intensité perçue de la douleur pendant l'accouchement et si ça modifiait aussi la demande de la péridurale. Donc pour ce faire, ces femmes qui étaient dans le groupe yoga devaient faire 90 minutes de yoga par semaine. Elles pouvaient démarrer à partir de 14 semaines d'aménorrhée et elles avaient minimum 12 sessions de yoga à faire pendant toute la grossesse jusqu'au terme. Ce qu'on a recherché, donc je vous l'ai dit justement un tout petit peu avant, c'est les effets sur le nombre d'accouchements vaginaux dans le groupe. Si ça diminuait le nombre de césariennes, qu'est-ce que ça avait comme impact aussi sur l'assistance pendant l'accouchement, notamment la péridurale, les épisiotomies, les déchirures, l'utilisation d'instruments, etc. S'il y avait des lésions périnéales, l'âge de l'enfant, enfin l'âge gestationnel de l'enfant à la naissance, sur le besoin aussi d'ocytocine au moment de l'accouchement, et sur, comme on l'a dit, la demande de péridurale. Et donc les résultats sont très intéressants puisque le taux de naissance vaginale a été plus élevé dans le groupe qui a pratiqué le yoga pendant la grossesse. La douleur a été expérimentée comme moins intense par les femmes
Et il y a eu toutefois le même taux de recours à la péridurale. On sait qu'en France, on a une grosse culture de la péridurale, donc c'est pas forcément étonnant. On a encore un peu de mal à accompagner les femmes différemment aujourd'hui au moment des accouchements. Une autre étude sur le Pilate cette fois-ci, le Pilate pendant la grossesse. Donc là, c'est une cohorte un petit peu plus petite, 126 femmes, toujours primipares, toujours monogestationnelles, toujours un essai clinique randomisé, donc une très belle étude, qui a cherché à évaluer l'impact de la préparation à l'accouchement assistée par le Pilate. Alors là, c'est très intéressant parce que ce sont des sessions où il y a à la fois une partie théorique et à la fois une partie pratique avec le Pilate. Et beaucoup d'outcomes, une étude très très intéressante avec une recherche sur la prévalence de l'incontinence urinaire à l'effort, le taux d'accouchement vaginaux spontané, la demande de péridurale, le taux de césarienne sous rachianesthésie, sous anesthésie générale aussi, ce qui veut dire que c'était des césariennes très urgentes, le taux d'épisotomie, le poids de naissance du bébé, la prise de poids de la femme enceinte pendant la grossesse et l'âge gestationnel à la naissance et enfin la durée du travail. Donc là, le programme, c'était 2 fois par semaine, 2 heures de cours. Ça paraît beaucoup, mais c'est parce qu'il y avait une partie théorique sur la préparation à l'accouchement et une partie pratique avec du Pilate. Et donc les résultats, il y avait moins de prise de poids, donc normalement des accouchements plus faciles quand on prend moins de poids. Donc effectivement 2 fois plus d'accouchements vaginaux dans le groupe contrôle, donc dans le groupe qui a pratiqué le Pilate. Une durée de travail plus courte, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les études. On retrouve souvent les femmes qui ont fait du sport pendant la grossesse, elles ont un travail actif beaucoup plus court que les autres. Et des scores de symptômes d'incontinence urinaire plus faibles également. Sur une étude qui porte sur l'activité physique, sur l'incontinence urinaire pendant la grossesse et le postpartum. Là, ce n'est pas la seule étude sur le sujet. Je vous ai mis l'une des études les plus récentes sur le sujet. Et effectivement, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sport pendant la grossesse n'est pas associé à l'augmentation de l'incontinence urinaire. Donc pareil, si vous avez peut-être des patientes qui ont peur de pratiquer une activité physique par peur de déclencher des fuites, ça n'est pas vrai. Si jamais elles ont déjà des fuites ou si jamais il y a des fuites qui se déclenchent, ça se rééduque et il ne faut pas attendre le postpartum, il faut bien les rééduquer pendant la grossesse. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Concernant la dépression du postpartum, pareil, alors ça je trouve que c'est très intéressant parce que la dépression du postpartum, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si vous savez que la première cause de décès en périnatalité, c'est le suicide maternel. Donc c'est très important de parler de la dépression du postpartum et notamment de l'importance de l'activité physique qui réduit la dépression du postpartum. Les femmes se retrouvent entre elles, sont avec des femmes en général qui sont au même moment, du même terme, donc elles peuvent parler, ça crée du lien chez des femmes qui sont souvent très seules. Et enfin, cette étude sur l'exercice régulier pendant la grossesse, est-ce que ça va modifier le temps de travail actif ? Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé dans une étude précédente. Et donc, on voit que dans ce groupe-là, donc 2 à 3 sessions supervisées avec un kiné, minimum 12 semaines de suivi et des sessions de 60 minutes avec 5 minutes d'échauffement. Dans ces séances, il y avait 35 à 40 minutes de cardio, 10 minutes de récupération. Et on a vu que ces séances-là ont réduit encore une fois la durée totale du travail et amélioré les accouchements vaginaux. Donc pour vous partager un peu ce que je fais moi dans ma pratique, pour que vous ayez peut-être vous aussi des idées, on pratique le yoga et maintenant aussi depuis peu de temps, il faudrait que je le rajoute dans ma slide, le Pilate. Donc ces activités au sol qui donc du coup sont sans impact, là aussi pour le coup, ça va travailler la respiration. Très important pour l'accouchement, très important pour préparer justement le travail, la poussée, travailler également la concentration, la méditation. C'est pas inné chez les femmes de savoir se mettre dans sa bulle, de savoir aussi faire un petit peu abstraction de ce qui va se passer autour d'elle le jour de l'accouchement. Donc ça, on peut bien le travailler pendant le yoga. Et ça va aussi travailler plutôt la partie renforcement musculaire, travail postural, travail du plancher pelvien et assouplissement.
très important aussi de travailler certains muscles en termes d'assouplissement avant l'accouchement. Je pense notamment aux adducteurs, aux rotateurs de hanches qui vont être très importants pour la partie travail et la partie poussée. Et dans un deuxième temps, on fait aussi de la balnéothérapie, donc tout le travail dans l'eau. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tout faire. On peut courir, on peut sauter. Les femmes, elles peuvent vraiment se dépenser là, et c'est souvent ce qu'elles cherchent. Quand elles ont peur de mal faire, quand elles se retrouvent dans l'eau, là, pour le coup, elles n'ont plus du tout peur de mal faire. Donc ça, j'aime beaucoup faire ça avec mes patientes. Elles courent, elles sautent, elles nagent, elles se dépensent vraiment. Et là, on fait vraiment des activités d'endurance et ça leur fait beaucoup de bien. Alors ça, c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir dans tout ce que je vais vous dire, c'est cette diapo-là sur l'activité physique. Donc c'est un levier majeur pour la maman, mais aussi pour le bébé. Et on n'en parle pas assez. Pendant la grossesse, ça va diminuer le risque de diabète gestationnel. Tout ce que je vous dis là, c'est démontré dans les études. Diminuer le risque d'hypertension, diminuer les prises de poids excessives chez la mère et chez l'enfant, donc ça diminue aussi le risque de macrosomie, c'est les bébés qui sont trop gros, donc qui ont plus de difficultés à naître, qui vont naître plus facilement par césarienne. Et ça va diminuer, du coup, ça va très bien avec ce que je viens de vous dire, les complications pendant l'accouchement. Sur le postpartum, parce que du coup, les bienfaits de l'activité physique ne se limitent pas qu'à l'accouchement, ça a aussi des bienfaits en postpartum. Ça va favoriser la récupération, ça va diminuer l'incontinence et diminuer, on vient d'en parler, le risque de dépression postpartum. Pourtant, la majorité des femmes réduisent leur temps d'activité physique pendant la grossesse. Et donc, nous, en tant que kinés, on a un grand rôle à jouer là-dedans pour les accompagner, déjà pour leur dire tout simplement ça. Leur parler des avantages, leur parler des inconvénients à ne pas faire du sport et surtout les guider chez les femmes qui ne font pas de sport déjà, leur dire que pendant la grossesse, il faut absolument qu'elles s'y mettent parce que ça va favoriser, ça va avoir un bienfait pour leur accouchement et pour leur récupération postpartum et pour leur santé mentale. Donc vraiment, je vous encourage, si vous avez une population de femmes enceintes qui vient vous voir au cabinet, à garder ces petits tips en tête et à leur glisser à un moment ou à un autre dans le bilan ces mots-clés. Et puis, si elles ne savent pas comment faire, vous saurez les guider. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec elles? Je vais vous donner quelques petits conseils là sur le reste de la présentation. Je vais vous parler du sport pendant la grossesse en lien aussi avec la préparation physique à l'accouchement, puisque c'est le sujet de ma thèse et que du coup, j'ai un peu plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet, on va dire. Concernant le souffle, pendant une activité physique basée sur le souffle, donc par exemple le yoga, le pilates, qui sont des activités très très axées souffle, on va aider les femmes à préserver leur sangle abdominale, donc notamment prévenir ou éviter un diastasis ou un relâchement abdominal trop important. On va préserver le périnée aussi, travailler la synergie périnée-abdos. Ça va aider le périnée à rester actif et rester en bonne santé pendant la grossesse. Ça va également préparer les phases de travail et de poussée. Les activités qui vont être plus basées sur le mouvement, donc toujours yoga, pilates, peut-être aussi tout ce qui va être dans l'eau, ça va prévenir les douleurs. Vous savez que beaucoup de femmes souffrent de lombalgie, de pubalgie, de sciatique. Tout ce qui va être mouvement et qui va sortir des mouvements qu'on peut faire dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire marcher, piétiner, être devant son bureau peut-être, va les aider à prévenir toutes ces douleurs, traiter les douleurs si elles en ont déjà. Vous savez que remettre les patients en mouvement, ça va les aider à diminuer, à traiter leurs douleurs. Et c'est aussi, je vous montrerai juste après, leur donner une boîte à outils pour qu'elles puissent pratiquer chez elles aussi en autonomie. Et enfin, tout ce qui va être axé sur le périnée, parce que moi je prépare beaucoup le périnée des femmes au cabinet, je vois la préparation du périnée comme une activité à part entière. C'est limite une activité physique du périnée. Et j'aime beaucoup ça pour elles parce que je vois les effets que ça a. Et en fait, faire un véritable entraînement du périnée pendant la grossesse, ça a vraiment des bénéfices en postpartum. C'est prouvé là aussi. Je suis limitée en temps, donc je ne vous ai pas mis toutes les études qu'il y a sur le massage du périnée, mais c'est largement prouvé. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la littérature. C'est vraiment recommandé aujourd'hui sans controverse. Donc justement, tous les exercices que je vais vous montrer et dont je vais vous parler là, vous pouvez les retrouver dans mon livre. Tout ce qui va être basé sur le souffle, j'aime beaucoup faire travailler les femmes en position assise sur ballon.
parce que c'est déjà la position la plus facile pour ressentir la respiration, ressentir le mouvement abdominal. Les résistances sont moindres aussi en position assise. Et ensuite, en progression, on va pouvoir travailler allongé, debout, avec des résistances un petit peu plus importantes. J'aime beaucoup travailler avec la respiration active. J'en ai parlé à mon atelier tout à l'heure. Travailler la respiration active avec des résistances à l'expiration pour favoriser l'engagement du transverse, même chez les patientes enceintes. Ajouter des résistances aussi sur les membres inférieurs ou pourquoi pas avec des poids ou pourquoi pas faire travailler les femmes sur des plans instables, que ce soit assises sur des ballons, debout sur des plans instables, etc. On peut même changer de position et travailler en position à 4 pattes pour travailler aussi l'abdomen contre résistance avec le poids du bébé. C'est également très intéressant. Donc, on a un travail sur le souffle, mais on a aussi un travail en mouvement là, qui est intéressant pendant la grossesse. Le mouvement, là je vous ai mis mes mouvements préférés, on va dire, pour préparer le corps et aussi spécifiquement le bassin pendant la grossesse. S'il y avait qu'une seule zone à entraîner, à préparer pendant la grossesse, ça serait la partie lombaire et bassin. C'est vraiment parce que ça va être utile pour l'accouchement et c'est la zone où il y a le plus de douleur. Donc tous les mouvements que vous voyez là sont vraiment assez focus lombaire, bassin. Le psoas, c'est le muscle à étirer. Le psoas, c'est un peu le rail de l'accouchement. Je ne sais pas si vous visualisez comment il est inséré et comment il se termine. Un psoas qui est tendu là, il va freiner l'accouchement. Un psoas qui est relâché, il va favoriser les mouvements du bassin et il ne sera pas limitant pour l'accouchement. Donc si vous avez vraiment un muscle à cibler, c'est le psoas. Tout ce qui va être piriforme, pelvitrocanthérien également, avec cette position jambes sur le ballon et jambes en 4, très intéressant parce que la femme n'a aucun effort à faire. Elle a son pied qui est reposé sur le ballon et elle peut gérer en fait l'étirement de ses rotateurs de hanches comme ça. Donc elle peut aussi le refaire chez elle. La position du papillon pour les adducteurs, pareil, des adducteurs trop raides ou des adducteurs trop actifs, ça veut dire périnée trop actif, donc ça veut dire limitant aussi pour l'accouchement. Encore une position pour le psoas, les lombaires, une position très facile avec un petit tips de mettre le coussin d'allaitement entre les jambes parce que sinon la position à genoux est trop difficile pour les patientes enceintes. Et le carré des lombes, parce que carré des lombes, pour tout ce qui est sciatique, lombalgie, c'est aussi très important. Bon là, je vous ai vraiment mis une sélection. Il y en a plein d'autres à faire, mais disons que ça peut vous donner des idées. Et en gros, si je devais en choisir, ça serait cela. Alors, on va revenir un petit peu plus précisément sur l'activité physique et la grossesse, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ça pouvait faire un petit peu peur, que ça soit pour nous, ne pas dire de bêtises aux patientes, et pour les patientes, ne pas faire de mauvaises choses. Donc là, vous avez la liste des contre-indications selon l'HAS à la pratique de l'activité physique chez les patientes. Donc il y a vraiment, là, c'est pas discutable, quoi. En gros, rupture de la poche des os, travail prématuré, donc une patiente qui va ressentir des contractions régulières, douloureuses, on arrête. Si l'activité physique déclenche des saignements, pareil, on arrête. La prééclampsie, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, ça vous parle? Pas trop. La prééclampsie, c'est l'hypertension chez la femme enceinte. Qui va du coup amener à un déclenchement de l'accouchement parce qu'elle ne peut pas rester comme ça. Béance du col utérin, cerclage, ça c'est aussi quand même à voir avec le gynéco parce que des fois il y a des femmes enceintes qui ont un cerclage et qui sont quand même emmenées en activité physique parce que ça relâche quand même si elles font du yoga, de la méditation, des activités douces. Souvent, cerclage est lié à utérus contractile et ça calme les contractions. Donc à voir, mais ça peut aussi être une contre-indication chez certaines patientes. Les indices de retard de croissance utérin, c'est les bébés qui ne grandissent pas assez pendant la grossesse. Donc les femmes qui sont très toniques, très sportives et qui ont des tout petits ventres et qui ont, en plus, on le voit à l'échographie, un bébé qui ne grandit pas assez. C'est une contre-indication. Les femmes qui ont des grossesses multiples, c'est à partir du triplé, ça serait contre-indiqué. Moi, j'ai quand même encore des femmes enceintes qui ont des jumeaux qui viennent en balnéothérapie. Donc voilà, épilepsie. Et puis, bien évidemment, en général, donc, à la fin, vous avez tout un tas de pathologies.
Ces patientes-là sont au courant de si elles ont le droit ou pas de faire de l'activité physique. Et si vous avez un doute, si un jour vous recevez une patiente qui a une pathologie associée à sa grossesse et qui ne sait pas trop, je vous invite à vous mettre en lien avec son gynéco-obstétricien. Et comme ça, il n'y aura pas de doute. Si vous avez un doute, il faut qu'il n'y ait pas de doute, donc il faut vous mettre en lien. Là, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous l'avez comme ça. Si vous voulez prendre une photo, n'hésitez pas. C'est les contre-indications relatives à la pratique de l'activité physique. Donc, ça veut dire que si vous avez ça, il faut certainement vous mettre en lien avec le gynéco-obstétricien. Pour les fausses couches à répétition, c'est peut-être le truc qu'il faut retenir. La contre-indication à l'activité physique, c'est une patiente qui a fait plus de 2 fausses couches. Donc si elle a fait plus de 2 fausses couches, on va lui dire d'arrêter le sport et en fait on va attendre qu'elle ait dépassé les 3 mois de grossesse pour éventuellement reprendre une activité physique douce sans impact et voir comment son utérus réagit. Après, voilà, il y a plein de choses, hypertension artérielle, grossesse gémellaire à partir de 28 semaines, hémoglobine, tout ça c'est relatif, hein, malnutrition, obésité extrême, parce que forcément, contrainte au niveau des articulations, un petit peu compliqué, il faut faire attention, mais par exemple, vous avez une obésité extrême dans l'eau, ça serait idéal. On en a suivi au cabinet et ça leur a fait beaucoup de bien. Hypertension non contrôlée, maladie thyroïdienne. Et enfin, quand vous êtes dans une activité, quand vous êtes dans une séance et que vous avez une patiente qui a un signe qui vous semble pas trop normal, qu'est-ce qui doit vous éveiller? Un essoufflement persistant. Vous avez une patiente qui est dans votre cours là et elle est essoufflée. Et malgré le fait qu'on la mette au repos, ça ne passe pas. On peut utiliser l'échelle de Borg si jamais vous voulez vraiment avoir une référence à laquelle vous raccrochez, si jamais vous ne savez pas, pour voir si elle est vraiment essoufflée ou pas. Et si ça ne passe pas, on l'envoie chez sa sage-femme ou aux urgences. C'est un signe d'alerte. Douleur ou sensation de pression dans la poitrine, ça doit, vous devez mettre la femme au repos. Pour tout ça, en gros, c'est les signes d'alerte. Ça veut dire qu'on met la femme au repos et qu'on attend de voir si ça passe. C'est ça la traduction de la diapo. Contraction utérine et douloureuse, on met au repos. Saignement vaginal, fuite de liquide amniotique, vertige, malaise, faiblesse musculaire, douleur ou gonflement au mollet par rapport au phlébite. En postpartum, donc progressivement, vous avez votre femme qui a fait son sport bien tout comme il faut. Et du coup, en postpartum, il y a toujours du coup aussi la question de quand est-ce que je reprends le sport, comment, qu'est-ce que j'ai le droit de reprendre. C'est la grande question à chaque fois qu'on voit les femmes en bilan en postpartum. Donc, je vais vous donner ici aussi quelques petites clés sur la reprise de l'activité physique en postpartum. Donc déjà, quoi qu'il arrive, donc ça c'est les recommandations de l'HAS, la reprise elle doit être progressive. C'est-à-dire que la femme, quand elle accouche, elle ne va pas reprendre direct, une semaine après son retour à la maison, la course à pied. Donc la reprise est toujours progressive. On commence par la marche, reprendre par exemple monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur pour tester un petit peu comment on se sent, est-ce qu'on est essoufflé, etc. La natation, j'ai mis des petits astérix parce que je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qui va être sport dans l'eau, il va falloir attendre qu'il n'y ait plus de saignement. Je ne sais pas si vous étiez au courant pour ça. Pourquoi plus de saignement? Parce que ça veut dire que le col s'est refermé et donc les bactéries ne vont plus remonter dans l'utérus et il n'y aura pas de risque d'infection utérine. Et petit à petit, on va pouvoir reprendre les pratiques plus intenses en fonction du bilan et de la rééducation périnéale et abdominale. Donc ça, c'est indispensable pour reprendre des activités plus intenses. Il faut avoir fait son bilan et du coup démarrer sa rééducation périnéale et abdominale. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir attendre la fin de la rééducation pour reprendre son sport, mais ça veut dire que le bilan va nous orienter vers comment on va pouvoir faire reprendre la femme. Donc, le délai va vraiment dépendre des spécificités du coup de l'accouchement. Est-ce qu'il y a eu des instruments? Est-ce qu'il y a eu des déchirures? Est-ce qu'il y a eu une césarienne? Comment s'est passé l'accouchement? Et du coup, comment évolue la rééducation? Après, ça va vraiment être une question de bon sens. Donc, après la rééducation et les tests d'effort fonctionnels qu'on va faire au niveau du périnée et au niveau abdominal, je pense notamment quand on fait la rééducation du périnée,
soit vous avez la possibilité d'utiliser la sonde au cabinet et du coup vous allez pouvoir mettre votre patiente debout en charge et lui faire des tests debout, par exemple de course, de saut, de squat, de port de charge, etc. Et vous allez voir comment son périnée réagit à tous ces efforts. Soit si vous n'avez pas de sonde, ça peut être aussi de lui donner un petit programme à faire à la maison régulièrement et de voir si elle a des symptômes qui apparaissent à ces efforts. Moi, j'ai travaillé quelques années sans sonde et au moment où quand j'ai commencé à travailler la sonde, je me suis sentie plus sécure sur la reprise du sport parce que j'ai pu tester beaucoup de choses et voir à l'écran comment réagissait le périnée. Et sur les abdos, ça va être, j'en ai parlé à l'atelier tout à l'heure, vérifier comment réagit la ligne blanche aux différents tests pour voir si on a une déformation de la ligne blanche ou pas, donc un diastasis ou pas. Et tant qu'il y a une déformation, attention, on évite de recruter à fond les abdos. Il faut toujours les recruter en conscience pour qu'il n'y ait pas de déformation de la ligne blanche. Donc petit à petit, reprise progressive du sport, pratiquée habituellement. Donc si elle faisait de la course à pied, elle peut reprendre sur des sessions plus courtes, courir moins longtemps, aller moins vite. Si elle faisait un autre sport, c'est exactement la même chose, c'est se dire je reprends à un niveau plus faible et progressivement, je vais réaugmenter mon niveau. Il y a de très bons, pour la course à pied spécifiquement, il y a de très très bons programmes de reprise via la clinique du coureur. Je ne sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup utiliser ces programmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui courent. Après, pour les autres sports, c'est vraiment leur dire, s'il y a des sports où elles utilisent des charges, c'est leur dire au début de faire les mêmes mouvements mais sans charge et ensuite d'augmenter très doucement les charges. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On observe si là, à chaque semaine où elle fait son niveau de sport, est-ce qu'elle a des symptômes? Et en fait, si elle n'a pas de symptômes, elle va pouvoir continuer à augmenter de semaine en semaine. Ou même, ce que je vous ai mis dans le diapo, c'est 4 semaines. C'est-à-dire même dans l'idéal, elle peut rester à son niveau faible pendant 4 semaines, puis augmenter un petit peu pendant 4 semaines, elle reste. Et en fait, elle observe, parce que des fois, une semaine, c'est court pour voir si on a des symptômes ou pas. Donc de 4 semaines en 4 semaines, si c'est possible pour elle et qu'elle n'est pas trop pressée, elle peut regarder comment son corps réagit. Par contre, s'il y a des symptômes qui apparaissent, là, du coup, ça doit nous alerter. Et c'est là aussi que ça va être intéressant en rééducation et en kiné. C'est-à-dire, OK, vous avez des symptômes sur tel effort, on va travailler ça. Voilà, ça veut dire que là, on revient à l'étape d'avant, si elle avait augmenté, on revient à l'étape d'avant où vous n'aviez pas de symptômes et on va venir travailler ce point précis qui cause des symptômes. Est-ce que ça vient du périnée? Est-ce que ça vient des abdos? On va faire une rééducation du coup plus ciblée. Ça ne veut pas dire que ça sera plus long, mais ça veut dire que c'est un point spécifique à travailler et on continue à reprendre progressivement. Donc là, vous avez les recommandations sur la reprise de la course à pied. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans ces recommandations, il y a quand même, vous voyez, sur les semaines 2 à 4, progression sur les exercices précédents sans impact. Donc c'est squat, fente, abdos, fessiers, etc. Donc ça n'est pas que de la course à pied, c'est pour aller à la course à pied. Donc en tout cas, c'est pour aller vers les sports à impact. Ensuite, on a 4 à 6 semaines exercices à faible impact, par exemple vélo elliptique, vélo d'appartement, etc. Donc ça peut être aussi une reprise douce. Il faut que ça reste confortable et ça va dépendre aussi du type d'accouchement. Il faut toujours, par exemple, si elle a accouché, si elle a eu une césarienne et que le sport qu'elle pratique va lui générer des douleurs à la cicatrice, des choses comme ça, on revient à l'étape d'avant. Il ne faut jamais de douleur. 6 à 8 semaines, elle va pouvoir reprendre la marche rapide, le vélo d'extérieur. Pourquoi pas débuter aussi des mouvements de soulevé de poids, mais des poids plus légers que ce qu'elle avait l'habitude de faire avant. Ou si elle ne le faisait pas, on adapte et on peut faire aussi le mouvement sans poids au début, avec un poids léger au bout de 2-3 semaines, etc. Et puis, à 8 à 12 semaines, elle va pouvoir reprendre natation, toujours adaptée en fonction de la cicatrisation et des saignements, bien évidemment. Et puis voilà, et ensuite on arrive au retour au sport à impact. Il y a un questionnaire aussi qui est très intéressant au niveau de l'encadré violet. Là, vous pouvez faire une évaluation avec l'Australian Pelvic Floor Questionnaire,
qui va être un questionnaire qui va vous aider à diriger les patientes dans la reprise des sports à impact. Et ça inclut le bilan du périnée, la force musculaire, le poids, le testing fonctionnel des abdos en cas de diastasis. Il y a une analyse aussi sur différentes activités physiques qu'on peut faire pratiquer à la patiente pour cette reprise d'activité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez me retrouver, je réponds à tout le monde sur mes réseaux sociaux, Physio Mathilde Hénin. Donc si vous avez des questions à la suite de cette intervention, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram. Et merci à toutes. Si vous avez des questions, on peut passer aussi, je peux vous donner le micro. Vous pouvez aussi venir me voir, mais je pars assez rapidement. Merci beaucoup.